Tony Beets vient de réaliser le plus grand nettoyage d'or de toute sa saison, un étonnant 658 onces en une seule semaine. Au prix de l'or actuel, cette récolte vaut près de 2,4 millions de dollars le tout sur la table de l'or, après un seul nettoyage. Un résultat dont la plupart des équipes minières ne peuvent que rêver. Mais ce qui rend cette réussite encore plus remarquable, c'est à quel point elle a failli ne jamais se produire. Derrière ces onces scintillantes se cachait une chaîne de désastres qui menaçait de faire dérailler toute l'opération avant même que la semaine n'ait trouvé son rythme. Tout a commencé par une panne à près de 30 km du camp, loin du confort de l'atelier de réparation, et encore plus loin de toute solution rapide. Une énorme excavatrice Caterpillar 950 de 90 tonnes, pesant environ 40 000 kg, s'est retrouvée bloquée impuissante sur une route isolée du Yukon après l'explosion soudaine d'un airbag de remorque sans avertissement. La remorque paralysée ne pouvait plus supporter l'énorme charge, laissant le camion et la pelle complètement immobilisés. Il n'y avait aucune remorque de secours en attente à proximité, aucune machine de remplacement prête à intervenir, et chaque minute qui passait signifiait que le calendrier de production soigneusement planifié par Tony devenait encore plus hors de portée. Le temps est rapidement devenu l'ennemi le plus dangereux. Chaque heure où la pelle restait bloquée signifiait que moins de mètres de terre arrivaient aux installations de lavage, tandis que les stocks continuaient de diminuer à un rythme alarmant. Les membres de l'équipage échangèrent des regards inquiets, car tout le monde comprenait la même dure réalité. Sans la remise en service de cette excavatrice, une semaine entière de production pourrait s'effondrer avant que l'or n'atteigne les écluses. Face à une pression croissante, Tony a pris une décision qui a surpris même certains de ses mineurs les plus expérimentés. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des opérateurs chevronnés, il a accordé une énorme confiance à la prochaine génération de la famille Beets. La responsabilité incombait à son propre petit-fils qui s'est hissé aux commandes d'une machine si massive que de nombreux opérateurs chevronnés hésitent avant de prendre place. C'était un moment où l'héritage familial se heurtait à d'énormes responsabilités et le résultat pouvait déterminer si les objectifs ambitieux de la semaine survivaient ou disparaissaient. Pendant que Tony luttait contre un désastre mécanique à Indian River, une autre étape importante se déroulait ailleurs dans le Klondike. Rick Ness est entré dans la cour de Troy Taylor avec quelque chose de bien plus précieux qu'un paiement ordinaire. Dans un simple bocal en verre se trouvaient 100 onces d'or du Yukon soigneusement empilées et valant environ 365 000 dollars au prix actuel du marché. Ce pot scintillant représentait le paiement final pour Lightning Creek, complétant officiellement l'achat par Rick de sa deuxième mine d'or en seulement 2 ans. Pendant des semaines, Rick avait discrètement évité les appels téléphoniques de Troy, tout en se concentrant sur le maintien de son exploitation minière à flot. Il était désormais arrivé en personne pour régler la dette une fois pour toutes. Souriant en sortant de son camion, Rick a admis que Troy le poursuivait depuis assez longtemps pour le paiement final, et il a pensé que la solution la plus simple était simplement de remettre l'or en face à face. Il n'y aurait plus de retard, plus de promesses et plus de questions inachevées entre lui et la pleine propriété. Troy sortit du magasin, salua Rick avec une poignée de main ferme et s'appuya nonchalamment contre le camion, alors que le bocal en verre changeait de main. Bien qu'il paraisse étonnamment modeste posé dans une seule paume, son poids valait l'équivalent d'une saison entière d'efforts incessants. 100 onces d'or du Yukon pressé peuvent tenir dans un pot, mais derrière chaque once se trouvaient des milliers de mètres cubes, déplacés d'innombrables heures, à côté d'usines de lavage rugissantes et des semaines de lutte contre les pannes, la boue et l'épuisement. L'or représentait bien plus que de l'argent. Cela représentait l'avenir de Rick. Rick a expliqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de laisser Troy attendre et qu'il n'avait certainement pas essayé d'éviter de payer ce qu'il devait. Troy vérifia soigneusement le poids avant d'acquiescer avec satisfaction. 100 onces. Les chiffres concordaient parfaitement, l'accord était respecté et Lightning Creek appartenait officiellement à Rick Ness libre et clair. En quelques minutes seulement, l'un des plus gros engagements financiers de la carrière de Rick a pris fin en douceur.
La rencontre a duré moins de 4 minutes avant que les deux hommes ne se séparent. Troy retourna à son atelier pendant que Rick remontait dans son camion et démarrait le moteur, sachant qu'un autre défi l'attendait déjà. Il était en retard de près de 3 heures pour une importante réunion d'équipage à Vegas Valley avec encore 45 minutes de route devant lui. Malgré un emploi du temps chargé, Rick ne pouvait cacher sa satisfaction qualifiant la nouvelle propriété d'investissement dans l'avenir et d'une autre opportunité qui pourrait éventuellement transformer son entreprise minière. Ce sentiment d'accomplissement a disparu presque aussitôt qu'il a atteint le camp. Son contremaître Bailey attendait avec des nouvelles qui effaçaient immédiatement tout sentiment de célébration. Vegas Valley, la mine que Rick avait passé des mois à préparer sa saison la plus rentable à ce jour, avait subi des dommages catastrophiques au cours de l'hiver. Le problème n'était pas caché sous terre, cela regardait tout le monde directement d'en face. La saison dernière, l'équipe de Rick avait enlevé près de 160 pieds de mort-terrain de Vegas Valley avant d'atteindre de précieuses terres payantes. Plus d'1 million de mètres cubes de déchets ont été transportés au cours de 14 mois de travail incessant soutenus par 6 camions-citernes circulant pendant 18 heures presque chaque jour. Cela avait été l'un des plus grands projets de décapage de toute la carrière de Rick. Cet été était censé récompenser tous ces sacrifices par une production d'or stable. Au lieu de cela, l'hiver avait presque effacé tout ce qu'ils avaient construit. La neige fondante s'est déversée sur les parois de la fosse, remplissant l'excavation jusqu'à ce qu'elle ressemble à un énorme lac. Au printemps, suffisamment d'eau restait à l'intérieur de la tranchée pour engloutir un bâtiment entier. Rick a répondu en apportant des pompes, puis en achetant encore plus de pompes, refusant de se rendre, alors que les équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour abaisser le niveau de l'eau pied par pied. Finalement, ils ont gagné la bataille contre les inondations, mais un autre problème subsistait. L'eau avait disparu, la route ne l'était pas. Des mois de construction minutieuse de route avaient tout simplement disparu sous la force du ruissellement. La route de transport que l'équipage de Bailey avait minutieusement creusée dans la paroi de la fosse avait été presque entièrement emportée d'une épaule à l'autre. Des coins entiers s'étaient effondrés dans l'excavation, tandis que des bancs conçus pour supporter de lourds camions de roches s'effondraient sous la terre saturée. Il n'existait aucun moyen sûr de conduire l'équipement dans la fosse, aucun itinéraire pratique permettant aux chargeurs d'atteindre le niveau de paiement et aucun raccourci permettant de sauver l'opération. Pendant ce temps, Monster Red, la principale usine de lavage de Rick, a continué à ronger les stocks restants de la saison précédente. Cette réserve ne se mesurait plus en semaines, mais en jours. Chaque heure pendant laquelle Monster Red restait opérationnel rapprochait l'équipage de la pénurie totale de matériaux à traiter. Une fois le stock disparu, la production d'or s'arrêterait complètement, à moins que Bailey ne reconstruise d'une manière ou d'une autre l'accès à la fosse avant l'expiration du délai. La seule solution consistait à construire une toute nouvelle route de transport de près de 500 pieds de long descendant sur toute la profondeur de 160 pieds de la Vegas Valley. Le projet semblait simple jusqu'à ce que les chiffres soient calculés. Une descente directe créerait une pente d'environ 32% beaucoup trop raide pour que des camions de roches de 40 tonnes entièrement chargés puissent circuler en toute sécurité. Bailey devrait creuser une série de lacets dans le mur des stands, créant ainsi de larges bancs capables de supporter des camions massifs tout en conservant suffisamment de stabilité pour éviter des glissades catastrophiques. Chaque lacet est effectivement devenu son propre projet de construction. Chaque section nécessitait un décapage, une coupe, un nivellement, un compactage et un élargissement avant même que le segment suivant puisse commencer. Bailey a estimé que l'ensemble de la reconstruction nécessiterait au moins 4 jours complets dans des conditions idéales. Monster Red, cependant, avait à peine 3 jours de salaire restants. Même une exécution parfaite pourrait ne pas être assez rapide. L'objectif saisonnier de Rick se situait toujours entre 6 000 et 12 000 onces d'or, mais ces chiffres semblaient soudain douloureusement lointains. Monster Red a continué à fonctionner avec du temps emprunté, tandis que les meilleurs opérateurs de Bailey se sont entièrement concentrés sur la construction de routes au lieu d'alimenter l'usine de lavage. Chaque heure passée à reconstruire l'accès était une heure supplémentaire sans production d'or, ce qui exerçait une pression énorme sur le reste de la saison. De l'autre côté du Klondike à Indian River, Tony Beats a été confronté à une crise complètement différente. Bien qu'il ait déjà obtenu environ
3311 d'or d'une valeur de près de 11 millions de dollars, Tony a refusé de relâcher l'accélérateur. Ses équipages ont bien compris ce que signifiait son arrivée au cut. Chaque fois que Tony arrivait sur un site minier, les opérateurs se redressaient instinctivement sur leur siège, parce que personne ne voulait être surpris en train de ralentir pendant que le roi du Klondike les regardait. La priorité immédiate de Tony était axée sur le déplacement de l'énorme excavatrice Caterpillar 950 vers le déversoir d'Indian River. L'énorme machine représentait la pelle la plus rapide et la plus productive de l'exploitation de bits. Avec son godet gigantesque capable d'avaler une camionnette entière, la pelle hydraulique de 90 tonnes pourrait exposer la saleté près de 2 fois plus rapidement qu'un équipement plus petit. Tony a résumé la stratégie avec la simplicité typique. Une excavatrice plus grosse creuse un trou plus grand et des trous plus gros signifient une plus grande production d'or. La CAT 950 était également la seule pelle suffisamment puissante pour approvisionner Slucifer et Findolo à leur capacité maximale. Slucifer, l'usine de lavage légendaire de Tony, avait gagné sa réputation grâce à des années de production fiable. Le Findolo mis en service récemment faisait encore ses preuves, mais exigeait le même flux constant de salaire. Aucune des deux usines ne pourrait continuer à fonctionner efficacement si le CAT 950 ne parvenait pas à atteindre Indian River. La pelle avait été chargée sur une lourde remorque ferroviaire à Paradise Hill avant de commencer son voyage de 20 milles vers le sud. Darren, le conducteur chevronné, a soigneusement guidé l'énorme chargement le long des routes sinueuses du Yukon, pleinement conscient que le transport de 40 000 kg de poids mort ne laisse absolument aucune place à l'erreur. Tony surveillait le voyage par radio, s'attendant à des mises à jour régulières tous les quelques kilomètres, alors que le convoi progressait régulièrement vers le camp. Puis la radio s'est soudainement tue. Des kilomètres se sont écoulés sans une seule réponse de Darren. Tony appelait à plusieurs reprises à la radio, n'écoutant que des éclats de parasites. Le silence croissant a rapidement transformé l'inquiétude habituelle en une véritable anxiété, car les mineurs expérimentés savent que l'absence de nouvelles sur un transport lourd est rarement une bonne nouvelle. Finalement, le contact fut rétabli et l'explication de Darren fut rapide et sans mots inutiles. L'un des airbags de la remorque s'est complètement effondré. Les conséquences furent immédiates et graves. L'air s'échappa avec un fort sifflement tandis que la remorque paralysée s'installait sous le poids écrasant de la pelle. Il n'y aurait aucune réparation temporaire en bordure de route, ni aucune simple pièce capable de supporter 40 000 kg de machinerie. Tony a immédiatement signalé un autre camion s'est rendu lui-même sur le lieu de la panne et a lentement contourné la plateforme en panne. Un seul coup d'œil lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. L'airbag a été détruit de manière irréparable et le CAT 950 ne bougerait nulle part jusqu'à ce qu'un tout nouveau plan puisse être mis en œuvre. La plus grosse récolte d'or de la semaine était désormais axée sur la capacité de Tony et de son équipe à surmonter un autre désastre avant que le temps précieux consacré à l'exploitation minière ne s'écoulât jamais. Tony fait le calcul à voix haute. Un airbag de remplacement ne sauvera pas le transport. Même avec un sac neuf, la remorque porte trop de poids sur un seul coin soufflé pour être à nouveau en sécurité. Encore un obstacle sur la route et tout le véhicule bascule. Il sortirait une excavatrice de 90 tonnes d'un fossé et il passerait une semaine à le faire. La remorque de remplacement pour poids lourd la plus proche se trouve à une journée complète de route. Même s'il y en a même si un chauffeur peut le mettre sur la route dans l'heure, Tony dit à Darren de décharger le 95. « Oh, ça marche à partir d'ici. Le CAT 950 a une vitesse de pointe de 2007 000 par heure sur ses propres chenilles. Le coin coupé à Indian River est à 20 000. Même sans s'arrêter, la machine risque de rouler pendant 10 heures sur la même route qui vient de tuer la remorque. Des traces mâchant l'épaule. Maisons balançant sur les coins. Chaque kilomètre est une nouvelle chance pour que quelque chose échoue. Tony met son petit-fils Egan Bitts sur les bâtons. Parker est de retour à son siège. Parker Schnabel vise les 10 000 onces cette saison. Au prix d'aujourd'hui, cela représente 35 millions de dollars. Il dispose déjà de près de 5 000 onces en réserve, soit la moitié de son objectif, alors que la moitié de la saison reste encore à courir. Parker passe 5 heures dans la houe chez Keenan Stewart pour libérer l'équipe de décapage de Tyson pour la Coupe du Pont. Il dit que son travail a changé. Il ne s'assoit plus beaucoup dans les machines.
Ces journées sont consacrées à des problèmes tels que la taille des usines de lavage, les permis miniers et les appels d'équipage. Pas au bout d'un joystick. Aujourd'hui, il fait une exception car Tyson a besoin de changement. Tyson allait faire sortir une équipe de décapage du pont pour venir traiter les résidus fins et je me disais, mec, jette-moi juste dans la houe et je t'offrirai quelques quarts de travail. J'aime toujours me lancer dans la machinerie, mais je n'ai tout simplement plus le temps de le faire. Mon travail a énormément changé. Parker descend de la houe à la fin de sa course. Les résidus fins se sont déplacés. L'équipe de décapage est libérée. Un feu éteint. Puis l'appel radio de Brennan arrive. Le pont shaker de Roxane ne bouge plus. Parker passe en revue les bases à la radio. Jenny est là. Les disjoncteurs sont activés. Roxane a du pouvoir. Le deck est mort. Il appelle les mécaniciens. Roxane est la deuxième usine de Parker chez Keenan Stewart. Elle exploite de l'or fin grâce à la paie de Dominion Creek et elle est propre depuis des semaines. Un plateau vibrant mort en cours de quart de travail n'est pas un petit problème. Un deck shaker mort est un tueur de jour. Le plateau shaker de Roxane est animé par un arbre rotatif à l'intérieur d'un cylindre métallique. Des contrepoids à chaque extrémité projettent le pont d'avant en arrière. Les roulements autour de l'arbre réduisent la friction afin que l'ensemble puisse tourner à des milliers de tours par heure. Quand les roulements partent, le pont part. Aucun mouvement, pas de secousse, pas de séparation d'or. La plante pourrait tout aussi bien être un bac à sable. Un petit rocher s'est frayé un chemin sous l'une des plaques de protection. Il reste au même endroit depuis des années, vibrant à chaque passage, enlevant quelques microns de métal à chaque cycle. La roche a creusé un trou directement à travers la paroi du cylindre. L'eau est entrée. La saleté est entrée. Les roulements sont partiellement grippés. La solution consiste à retirer les roulements, à retirer l'arbre de 2000 livres de l'usine, à souder les trous, à réinsérer l'arbre et à installer de nouveaux roulements. 5 étapes. Chacun d'entre eux représente un travail d'équipe complet. Bill et Justin commencent à prendre leurs repères. Bill passe sous le boîtier avec un extracteur. Lorsqu'il tire le premier roulement de la poussière de laiton, sort avec l'eau. La poussière de laiton signifie que le roulement n'est pas seulement endommagé, il est détruit. Le métal a broyé le métal et le métal a perdu. Bill et Justin font pivoter le boîtier, le ralentissent et se déplacent du côté opposé pour recommencer. Le deuxième roulement sort de la même manière. Plus de poussière de laiton, plus d'anneaux grippés. Bill confirme ce qu'il soupçonnait déjà. Les deux côtés sont grillés et l'arbre doit ressortir propre avant que quiconque puisse souder le cylindre sur une surface utilisable. Ensuite, il tire sur l'arbre. 2000 livres d'acier solide ont été soulevés de l'usine et posés au sol. Justin accroche la chaîne. Bill dirige le palan. L'arbre doit monter verticalement, dégager le cylindre d'une fraction de pouce et atterrir à plat sans se plier. Toute flexion de l'acier pendant le levage signifie un arbre déformé, et un arbre déformé signifie qu'il faut en commander un nouveau à l'extérieur du Yukon. Un nouveau puits signifie des jours d'arrêt, pas des heures. Le résultat est net droit. La traction va comme elle est censée aller. Chaque heure où Roxane reste silencieuse, Parker perd plus de 4000 $ en production d'or. Roxane est en panne depuis le déjeuner. Le délai de réparation n'est pas théorique. Parker admet qu'il a beaucoup de travail devant lui et qu'il n'a pas le temps pour cela. Il gère ce qui reste du stock de la saison dernière. Il va bientôt s'épuiser. Rick arrête Monster Red. Rick pèse 190 onces dans sa saison, soit environ 694 000 $. Il lui faut 1800 onces avant que le sol ne gèle pour rester sur la cible, ce qui signifie qu'il lui reste encore 1610 onces à extraire au cours de la seconde moitié de l'été. 135 cents 40 cents 47,4. Bon. C'est bien mieux. En une semaine, c'est bien. C'est moins de 400, mais pas de beaucoup non. La route de transport étant détruite et les stocks en baisse, Rick arrête Monster Red. 0 or sortant de l'usine, pendant que l'équipe de Bailey perce la route de contournement jusqu'au bas de la coupe. L'équipage de Bailey inaugure la voie de contournement cet après-midi-là. Des excavatrices travaillant sur le mur ouest des camions de roche stationnés au sommet de la tranchée. La première coupe du nouveau grade est effectuée à la tombée de la nuit. Bailey définit la rotation du travail pour des quarts de travail de 16 heures jusqu'à ce que la route atteigne le niveau de rémunération. Egan prend les bâtons. Egan Beats monte dans la cabine du 4950.
La machine n'est pas une houe de démarrage. C'est l'une des plus grosses excavatrices hydrauliques que Tony possède et elle doit parcourir 20 000 sur une route secondaire du Yukon à la vitesse d'un jogging lent sans la moindre erreur. Tony reste à la radio avec Egan lentement et régulièrement, centre de la route. Surveillez les bords. Le 950 ne peut pas se permettre de laisser tomber une piste sur un accotement mou. Si la maison s'incline ne serait-ce que de quelques degrés, la machine s'arrête et une équipe de dépannage est à plusieurs heures d'ici. Egan met les gaz. Les pistes s'engagent. Le 950 avance sur le chemin de terre à 2,7 miles par heure. Une camionnette pourrait faire le même trajet en 25 minutes. Egan envisage 10 heures. La première heure est la plus difficile. La route se rétrécit 2 fois. L'accotement descend dans un ruisseau creusé du côté est. Egan tient la ligne médiane et maintient le 950 droit. Tony conduit un camion de poursuite à 400 mètres en arrière, en courant surveillant la circulation dans les deux sens. Chaque camion venant en sens inverse doit s'arrêter et attendre car il n'y a pas de place pour dépasser une machine de cette taille. Après 2 heures, Egan franchit le pire des tronçons étroits. La route s'ouvre. Les morceaux s'installent dans un rythme. Le 950 consomme les miles à 2,7 par heure. Et chaque kilomètre est un kilomètre qu'Egan n'aura plus à refaire. 5 heures plus tard, Egan est toujours enfermé sur les bâtons. Il a parcouru environ 13 700 à parcourir. Le soleil bouge, la radio crépite. Tony s'enregistre toutes les demi-heures. Egan rapporte propre. La route tient, les pistes tiennent. Le gamin aux commandes tient. La 8e heure amène le dernier virage difficile avant Indian River. Egan ralentit le 950, fait pivoter la maison de quelques degrés et fait passer la machine à travers un espace entre une berge taillée et un fossé. Il ne touche ni l'un ni l'autre. Tony regarde depuis le camion de poursuite et ne dit rien à la radio parce que l'enfant n'a pas besoin d'une voix à l'oreille pour un mouvement comme celui-ci. Lorsque le 950 rampe enfin dans Indian River, l'équipe de coupe de coin arrête ce qu'elle fait et regarde. Egan accompagne la machine jusqu'à son point d'atterrissage. Les traces s'enfoncent. La maison oscille. Tony lui fait signe de le garer. 10 heures, 20 miles, 2,7 miles par heure. Un enfant à peine assez âgé pour conduire une camionnette vient de livrer la machine la plus importante de l'exploitation. Sans une égratignure, Tony dit à Egan qu'il a fait du très bon travail. Egan reconnaît que c'était le quart de travail le plus ennuyeux qu'il ait jamais travaillé. Les mécaniciens de Parker font la course contre la montre. Mitch Blasky se dirige vers la concession Keenan Stewart après 2 jours passés chez sa famille. Il voit Roxane silencieuse et va directement voir Bill pour le statut. Bill et Justin travaillent sur un nouveau problème. Les roulements de remplacement sont environ millièmes de pouce plus grands que les boîtiers. Vous chauffez votre boîtier, ce qui va le faire se dilater, puis vous refroidissez votre roulement, ce qui va le faire se contracter. En faisant cela, vous pouvez vous acheter suffisamment d'espace pour y déposer cela. Vous avez environ 15 à 20 secondes pour essayer de comprendre. Un cheveu humain est 3 fois plus épais que cela. Dans les machines de précision millième de pouce est la différence entre un roulement qui tourne pendant une décennie et un roulement qui grippe au premier lavage. Ils ne peuvent pas le forcer. Le fait de marteler le roulement détruit le boîtier. Le presser avec l'hydraulique cisaillera la surface. L'ajustement doit se produire par la physique, pas par la force. Alors ils exécutent le tour. Le métal rétrécit à froid. La chaleur dilate le métal. Bill retire les roulements du banc et les dépose dans une glacière de neige carbonique. Le métal commence à se contracter au bout de 10 minutes. Au même moment, Justin allume un radiateur portable sur le boîtier. Il le fait monter à 450 degrés. L'acier brille légèrement en rouge sur les bords. Pendant quelques secondes, le palier froid et le boîtier chaud se rencontrent au milieu. Le roulement a rétréci. Les logements se sont agrandis. L'écart, qui était trop serré d'1 millième de pouce, n'est plus qu'un cheveu de dégagement. Bill fait glisser le premier roulement vers la maison. Ajustement propre. Pas de forçage. Aucun dommage. L'acier revient à température ambiante et le roulement se verrouille dans un siège qu'il n'aurait jamais pu atteindre à froid. Justine exécute le même processus du côté opposé. Arbre en place. Roulement neuf en place. Roxane se remet ensemble un boulon à la fois. Mitch vérifie la chronologie avec Bill. Si la soudure tient et que les roulements sont propres,
Roxane est de nouveau payée le matin. L'équipe de Parker a fait fonctionner 4 usines cette semaine. Le transport de la semaine dernière était de 669 onces. Les stocks diminuent, mais l'or continue d'arriver. 4 usines en production simultanée constituent le point culminant de la carrière de Parker. Roxane, Slucifer, Grand Rouge et Slowpoke. Chacun a besoin de son propre équipage, son propre carburant, son propre mécanicien de garde. La logistique nécessaire au fonctionnement de 4 usines est un travail à plein temps avant que l'or ne disparaisse. L'or de Dominion Creek sort du flacon en premier. L'échelle grimpe de 20-40, 60-100, 30-140. Elle se stabilise à 147 onces, environ 536 000 $. Le film Golden Mile sort ensuite combinant les prises de Slucifer et Big Red. L'échelle grimpe encore, 60, 100, 130, 160, 230. Il s'établit à 232 onces, environ 846 000 $. 60, 100, 130, 160, 230, 232,05. Cette semaine, nous avons 428 onces. Parker ajoute les colonnes. Total hebdomadaire 428 onces, un peu plus de 1,5 million de $. Plus de 211 de moins la semaine dernière. Parker ne le cache pas. Cette semaine est un mauvais exemple de ce que l'opération est censée faire. Il ne pense pas que ce soit systémique. Il pense que les usines peuvent continuer à fonctionner. Il pense que l'équipage peut renverser la situation. Mais chaque heure passée par Roxane lui coûtait de l'or. Et le chiffre sur la balance ne ment pas. Le 950 se reforme. Le CAT 950 atterrit au coin. Coupé, l'équipe Beats le reconstruit sur place. Train de roulement boulonné, contrepoids hissé. Système hydraulique sous pression est vérifié. Les conduites de graisse fonctionnent. Seau épinglé. Tony fait le tour de lui-même. Il vérifie l'usure des chenilles lors du crawl de 20 000. Il vérifie les conduites hydrauliques pour détecter les chutes de pression. Il vérifie que les goupilles du seau ne jouent pas. Chaque joint, chaque cylindre, chaque tuyau. Le 950 a emprunté une route qui n'a jamais été construite pour lui. Et Tony veut voir chaque centimètre carré de la machine avant qu'elle n'utilise son premier godet. Le 950 passe l'inspection. L'équipage allume le moteur. L'hydraulique est propre. Les chenilles ont glissé. La flèche se lève. Tout tient. Tony regarde Egan garer la machine et dit que son rêve a toujours été de voir ses enfants et petits-enfants faire la queue ensemble. Un père, un fils, un petit-fils, tous sur la même coupe, nourrir les mêmes plantes, construire la même opération. Aujourd'hui, c'est le moment le plus proche où il s'est rapproché de tout l'été. Le 950 balance sa première tranche de salaire dans le coin coupé le même après-midi. Les camions de transport font la queue. La rampe tient. Le tapis d'alimentation de l'usine se met en mouvement. Slucifer fonctionne 22 heures d'affilée. Fin de l'eau le rejoint le 5e jour. 2 plantes, un coin coupé, un 950 alimentant les deux. L'opération qui aurait dû être au point mort il y a 3 jours tourne à plein régime. Le service hebdomadaire chez Tony. Tony, Monica Beats et l'équipe de coupe de coin se réunissent à la table de coulée. La salle dorée est chaleureuse. Les flacons sont alignés. Monica dirige la balance. Slucifer passe en premier. Le flacon sort du brûleur. Monica appuie sur le bouton doré dans la casserole. L'échelle grimpe. Environ 1 160 000 $ provenant d'une seule usine en une seule semaine. Slucifer a été un bourreau de travail toute la saison et 319 onces constitue l'une de ses courses les plus fortes de l'été. Fin de l'eau est le prochain. Usine toute neuve. 2 jours de roulage la semaine dernière parce que le 950 n'était pas en coupe avant le 5e jour. 2 équipes seulement. Monica verse le 2e flacon. L'échelle grimpe. Environ un 24 millions de $. La salle dorée reste silencieuse pendant 1 seconde. Tony regarde la balance. Monica regarde la balance. Le chiffre n'a pas de sens à la première lecture. Tony fait le calcul avant que Monica ne termine le décompte. Versez. Voyez ce que vous avez. Fin de l'eau en 2 jours a devancé Slucifer sur toute la semaine. Une toute nouvelle installation de lavage fonctionnant pendant l'équivalent de 48 heures de travail actif a battu le chiffre d'une installation en production depuis des années. C'est l'investissement de Tony dans Fin de l'eau.
qui porte ses fruits en temps réel. La mise en service, les tests de nettoyage, le réglage fin des angles d'écluse, tout cela aboutit à ce seul numéro. Findelot est une usine de production. Total combiné 658 onces. 2 400 000 $ en une seule semaine. Le plus gros butin de Tony de la saison. Le total de la saison grimpe à 3 939 onces. Plus de 14 300 000 $ dans le coffre-fort, alors que l'été est toujours en cours. Tony est en passe de dépasser son objectif de saison pour la deuxième année consécutive. Et les débuts de Findelot suggèrent que le rythme est sur le point de s'accélérer. Si Findelot maintient ce taux pendant une semaine complète, le transport hebdomadaire de Tony pourrait atterrir au nord de 900 onces lors d'un bon parcours. Tony esquisse un sourire. Cela représente beaucoup d'argent. Il n'a aucun problème à s'en débarrasser. Il mentionne qu'il a acheté une nouvelle chemise ce matin. La salle de l'or entre en éruption. Tony dit que tout le monde devrait retourner au travail. Il pense qu'il va faire une sieste. Rick est propre. L'équipe de Rick effectue le nettoyage hebdomadaire de ce qui reste de Monster Red avant l'arrêt. Rick verse lui-même le flacon. L'or arrive à la poêle. L'échelle grimpe. 60, 90, 120, 147. Il s'établit à 247 onces. Environ 866 000 $. Le plus gros butin de Rick de la saison. Une semaine, une propre. Plus d'or que Rick n'en a récolté au cours d'une autre semaine depuis le début de la saison. Le total de la saison grimpe à 437 onces. Ce ne sont pas les 1800 onces dont Rick a besoin. Ce n'est pas proche des 6000 au bas de sa fourchette de saison. Mais c'est la plus grosse récolte qu'il a réalisée tout l'été. Et il est sorti d'une plante qui est sur le point de sombrer dans l'obscurité pendant une semaine. La route de contournement de Bailey est terminée à 60%. La note tient. Les lacets sont coupés. Il reste 3 jours de travail. Monster Red riposte mardi. Une saison en jeu. La semaine de Tony 658 onces. Le plus gros butin de sa saison. Total de la saison 3 939 onces. Plus de 14,3 millions de $ en banque. Fin de l'AD est en marche. Ce Lucifer court. Et le 950 est à la pointe de la technologie. Parker's Week 428 onces. En dessous de la cible. Total de la saison près de 5400 onces. Au rythme mais sous pression. Avec Roxane qui revient en ligne le matin. La semaine de Rick 247 onces. Le plus gros de sa saison. Total de la saison 437 onces. Il lui manque encore 1363 onces pour atteindre son objectif de 1800 onces. Avec Monster Red sombre et 3 jours de travaux routiers à venir. Je ne veux donc pas vraiment arrêter Monster Red. Je n'aurai jamais l'or. Alors je vais descendre et parler à Bailey. Nous devons juste atteindre le fond de Vegas Valley dès que possible. 3 opérations sur le même fleuve Yukon, un long été en jeu, un tableau de bord. Tony s'éloigne du reste de la meute. Parker se bat dur pour tenir la ligne. Rick sort d'un trou. Laissez un commentaire et dites-nous pour qui vous soutenez. Tony Parker ou Rick. Abonnez-vous pour les analyses hebdomadaires de la ruée vers l'or.